le dis du plus profond de mes tripes qui se nouent autour de l'intérêt des Français. Slava Ukraini! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Grands Débats. LCP vous emmène au cœur du débat parlementaire à l'Assemblée nationale. Alors nous sommes le 12 mars 2024. À l'ordre du jour, la guerre en Ukraine déclenchée 2 ans plus tôt par Vladimir Poutine. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, il y a un peu plus de 2 ans, dans une offensive cynique, brutale et destructrice, la Russie a attaqué l'Ukraine. Seule responsable du conflit, la Russie a attaqué froidement une nation libre et démocratique qui ne la menaçait pas, qui ne l'attaquait pas, et ce, en violation de toutes les règles du droit international et de la Charte des Nations Unies. Ces constats, ces faits, puisqu'il s'agit de faits objectifs, l'écrasante majorité d'entre nous les partagent. Ce constat, ces faits, comme toutes les évolutions, nous les avons partagés avec le Parlement et avec les forces politiques régulièrement, dans la plus grande transparence possible depuis le début du conflit. L'exécutif a demandé l'organisation d'un débat sur l'accord de sécurité conclu entre Paris et Kiev pour apporter un soutien à l'Ukraine, politique mais aussi militaire et humanitaire. À la tribune, Gabriel Attal expose les grandes lignes de cet accord et la stratégie française en Ukraine. Aujourd'hui, conformément à l'engagement du président de la République, notre débat illustre cette volonté de transparence et d'association de la représentation nationale. Une transparence que nous vous devons, car c'est un impératif démocratique. Une transparence qui passe par l'affirmation claire des positions de l'exécutif. Je vais m'y employer cet après-midi avec mes ministres. Une transparence qui passe par le vote. Nous le devons à tous nos concitoyens français qui doivent savoir, sans ambiguïté possible, la position de chacun sur le soutien à l'Ukraine et la condamnation de la Russie. Mesdames et messieurs les députés, si la Russie a lancé une offensive massive et coordonnée sur l'Ukraine le 24 février 2022, je crois qu'il est utile, pour la comprendre, de revenir aux origines du conflit. Certains en Russie, nostalgiques de l'Empire ou de l'hégémonie soviétique sur l'Europe de l'Est, n'ont jamais accepté l'éclatement de l'URSS et l'indépendance de l'Ukraine. Menés par Vladimir Poutine, ces impérialistes ne supportent pas que d'anciennes républiques soviétiques, et l'Ukraine en particulier, puissent prendre leur destin en main, puissent choisir souverainement leurs alliances, puissent faire le choix de la démocratie. Il y a 10 ans, en février 2014, un vent de liberté part de la place Maïdan, souffle sur l'Ukraine et elle tourne son regard vers l'Europe. Il ne s'agissait pas alors pour l'Ukraine de se rapprocher de l'OTAN, mais de signer un accord d'association avec l'Union européenne. La Russie ne l'accepte pas. Et dès le 28 février 2014, des troupes russes entrent en Crimée, l'occupent et l'annexent en violation de toutes les règles internationales. Certains, y compris dans cet hémicycle, avaient alors nié cette annexion et accepté la parodie de référendum organisé par le Kremlin. 8 ans plus tard, le 24 février 2022, malgré les efforts sans précédent déployés par le président de la République pour éviter la guerre, le Kremlin lance son autoproclamée opération spéciale contre l'Ukraine. Moscou misait sur une guerre éclair et pensait faire tomber Kiev en quelques jours. Il n'en a rien été. La résistance du peuple ukrainien a été et reste exceptionnelle. Face à la résistance ukrainienne, la Russie n'a reculé devant rien. Aucune exaction, aucune violence, aucun crime. Depuis 2 ans, les civils ukrainiens sont ciblés par des frappes russes. Encore ces dernières semaines, à Kiev ou à Kharkiv, des drones et des bombardements russes ciblent délibérément des quartiers résidentiels, tuent familles et enfants, sans état d'âme et sans distinction. La liste des exemples est longue, elle est glaçante. Depuis 2 ans, les exactions insoutenables se multiplient. Des exactions qui visent les plus jeunes. Et l'on sait que plusieurs milliers d'enfants ukrainiens ont été enlevés et conduits dans des camps militaires pour, je cite, les rééduquer. Je vous l'ai dit, en Ukraine,
La Russie a franchi toutes les limites. Pas une horreur ne l'arrête, pas un massacre ne la rebute. Mesdames et messieurs les députés, Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine, mais c'est bien plus largement à toutes nos valeurs qu'il a déclaré la guerre. Par cette attaque, il a voulu changer l'ordre du monde pour imposer sa loi, pour imposer la loi du plus fort, où n'importe quelle puissance en quête d'affirmation pourrait soumettre une nation libre, soit par le chantage, soit par les armes. Par cette attaque, le Kremlin a voulu ébranler nos valeurs, montrer la faiblesse des démocraties. Ne nous y trompons pas, c'est bien la liberté et le pluralisme qu'il remet en cause, c'est bien nos modes de vie et nos valeurs qu'il agresse et qu'il veut faire tomber. Pour nous, tourner le dos à l'Ukraine, ce serait tourner le dos à nos valeurs. Ce serait trahir la confiance de nos alliés et faire acte de faiblesse. Ce ne serait certainement pas la paix, mais la porte, au contraire, la porte ouverte à de nouveaux conflits, de nouvelles blessures et de nouvelles guerres. Alors depuis la première seconde, aux côtés du président de la République, nous le disons clairement et fermement, nous sommes aux côtés de l'Ukraine, nous l'aiderons autant qu'il le faudra. Vladimir Poutine pensait diviser l'Europe, il avait tort. Dès les premières heures du conflit, notamment sous l'impulsion du président de la République, l'Europe a réagi. L'Europe a fait front et a pris des sanctions fortes en un temps record. Depuis, malgré nos différences, malgré le chantage russe à l'énergie, à la sécurité alimentaire, malgré la désinformation et les menaces, le Kremlin n'est pas parvenu à faire plier l'Union européenne, il n'est pas parvenu à diviser l'Europe. Le contraire est arrivé. À l'épreuve de cette guerre, l'Europe s'est transformée, elle s'est renforcée. En lançant sa guerre, Vladimir Poutine pensait aussi diviser l'OTAN. Une fois de plus, il avait tort. L'OTAN s'est renforcée. Et des pays dont l'adhésion était impensable il y a 2 ans encore, la Suède et la Finlande, ont aujourd'hui rejoint l'Alliance. Mesdames et messieurs les députés, sous l'impulsion du président de la République, nous avons apporté un soutien massif, infaillible et déterminé à l'Ukraine. Un soutien politique d'abord. La France est depuis les premiers jours aux avant-postes de la communauté internationale pour organiser et mobiliser le soutien à l'Ukraine. Elle se tient à l'écoute de son allié et de ses demandes, et nous tentons d'y répondre au mieux. Ces dernières semaines encore, c'est d'ailleurs à Paris et à l'initiative du président de la République que s'est tenue une conférence de soutien à l'Ukraine qui a réuni 27 chefs d'État et de gouvernement ou leurs représentants. Notre soutien est humanitaire ensuite. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères aura l'occasion d'y revenir plus en détail. Nous avons fourni plus de 210 tonnes de matériel et de médicaments, mené plus de 50 opérations d'urgence, répondant aux priorités fixées par Kiev, envois médicaux et évacuations sanitaires, appui à la sécurité civile ukrainienne, envoi de semences agricoles et de produits alimentaires. Sous la coordination de la cellule interministérielle de crise, nous avons pu accueillir en France 100 000 réfugiés ukrainiens et scolariser près de 18 000 enfants. Nous n'aurions pas pu réussir, je le dis, nous n'aurions pas pu réussir cet accueil sans la mobilisation et la solidarité des Français dont la réaction a été à la hauteur de l'histoire. Nous n'aurions pas pu réussir non plus, et je veux les remercier et leur rendre hommage, sans l'engagement exceptionnel des collectivités locales qui ont multiplié les initiatives, collecté des dons et ont rendu possible l'accueil des réfugiés ukrainiens. Notre soutien, bien sûr, est également un soutien militaire. Nous avons répondu présent. Les faits et les chiffres sont là. Les faits et les chiffres le prouvent. Nous avons livré des équipements à l'Ukraine en respectant toujours les 3 mêmes critères. Livrer ce dont l'Ukraine a besoin, sans fragiliser nos propres armées et en faisant tout pour éviter l'escalade. Depuis le début du conflit, nous avons livré pour plus de 2,6 milliards d'euros d'équipements militaires à l'Ukraine. Toujours avec la même perspective, répondre avant tout aux besoins opérationnels des Ukrainiens sur le terrain, en proposant des équipements complets, en permettant aux Ukrainiens de se former à leur emploi et en veillant à leur maintien en conditions opérationnelles. J'ajoute que la France n'a qu'une parole et que ce que nous nous sommes engagés à livrer aux Ukrainiens, nous l'avons effectivement livré. De plus, nous avons participé de manière particulièrement active aux mécanismes européens mis en place pour fournir des équipements à l'Ukraine. Nous sommes ainsi le 2e contributeur à la facilité européenne pour la paix, avec plus d'1,2 milliard d'euros engagés entre le début de la guerre et la fin de l'année 2023. Au total,
En 2022 et 2023, de manière bilatérale et à travers l'Europe, la France a donc apporté une aide militaire à l'Ukraine à hauteur de 3,8 milliards d'euros. Concrètement, dès les premières heures de l'offensive, nous avons livré des matériels déterminants pour permettre à l'Ukraine de se défendre et de résister. Des missiles anti-chars, des missiles anti-aériens, des équipements de protection et de l'armement individuel. Nous avons ensuite livré des équipements décisifs plus lourds et plus complexes pour renforcer la défense aérienne ukrainienne avec les systèmes de missiles sol-air, Crotale. Nous avons aussi contribué à renforcer son artillerie avec des canons César et des lance-roquettes unitaires. Nous avons fourni aussi les armements à l'Ukraine pour reprendre les territoires perdus, comme des VAB, des blindés légers, comme les missiles Scalp, déterminants pour des frappes dans la profondeur. Nous allons poursuivre ces livraisons, qui sont indispensables à l'Ukraine. Le président de la République a demandé aux industriels d'accélérer leur passage dans une économie de guerre et d'augmenter leur capacité à produire. Dans les prochains mois, nous livrerons à l'Ukraine 150 drones, 100 munitions téléopérées et 6 canons César, et 12 autres seront financés par la France. Nous produirons jusqu'à 3000 obus par mois au profit de l'Ukraine. Nous allons livrer près de 600 bombes à 2 SM, à raison d'une 50aine par mois, ainsi qu'une 40aine de missiles Scalp. Enfin, comme l'a confirmé le président de la République lors de sa visite en République tchèque, la France participera au financement de l'achat d'obus en masse proposé par nos alliés tchèques. Je veux enfin dire un mot de ceux qui diffusent de fausses informations sur nos livraisons d'armes. Une vente de porte-hélicoptères Mistral avait été annulée par le président François Hollande en 2015, une décision d'ailleurs dénoncée à l'époque par l'extrême droite, mais une décision confirmée par le président de la République. Dire l'inverse, c'est un mensonge éhonté, c'est de la désinformation, c'est une diversion grossière qui en dit long sur les intentions de ses auteurs. Mesdames et messieurs les députés, j'ai évoqué notre soutien politique, humanitaire et militaire, mais notre soutien s'est également incarné au niveau européen. La réaction de l'Europe a été immédiate et puissante. Nous avons d'abord agi pour sanctionner la Russie. Nous en sommes à 13 paquets de sanctions, tous adoptés à l'unanimité des États, qui frappent l'économie russe au cœur et l'affaiblissent de manière profonde et structurelle. Nous avons dans le même temps décidé d'actions fortes pour soutenir l'Ukraine. Une aide qui concerne tous les domaines, protection temporaire octroyée aux réfugiés ukrainiens, aide économique, aide humanitaire, aide militaire. Ce sont au total plus de 85 milliards d'euros d'aide que les 27 ont apporté à l'Ukraine jusqu'à présent. Ce soutien, je veux le dire, il se poursuit résolument. Le mois dernier, le Conseil européen a décidé d'une nouvelle aide pour l'Ukraine à hauteur de 50 milliards d'euros, une aide essentielle qui permettra au pays de tenir pour son fonctionnement quotidien, mais aussi de mener les investissements et les réformes nécessaires pour son redressement. Nous voulons également aller plus loin dans le soutien militaire de l'Union à l'Ukraine. En acceptant de livrer des armes, l'Europe a procédé à une véritable révolution copernicienne. Jamais nous n'aurions pu l'envisager il y a quelques années. Et les ennemis de l'Europe comptaient là-dessus. Ils y voyaient une preuve de son impuissance. Les choses ont changé. Ce débat porte précisément sur la stratégie française en Ukraine. Mais il a lieu quelques jours seulement après des propos polémiques d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui a évoqué l'option d'un envoi de troupes au sol, suscitant l'émoi en France et à l'étranger. À la tribune, Gabriel Attal tente de rassurer la représentation nationale, tout en assumant une ligne très ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs les députés, si nous avons tenu à ce que ce débat et ce vote puissent se tenir aujourd'hui, c'est parce que nous sommes à un moment de bascule dans ce conflit. Nous le savons, cette guerre s'inscrit dans la durée. Une guerre de position se joue désormais. Et pour la Russie, le temps est désormais un allié. Elle compte sur la lassitude des alliés de l'Ukraine. Elle compte sur des échéances électorales prochaines aux États-Unis comme en Europe. Elle compte sur l'efficacité au long terme de son travail de sape et de désinformation. Dans le même temps, la Russie durcit sa position. Elle la durcit sur son territoire national, en renforçant plus encore la chape de plomb qui pèse sur la société russe. Alors que nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle en Russie, si je peux parler d'élection, je voudrais avoir ici une pensée pour Alexeï Navalny.
Nous sommes donc dans un moment décisif. La Russie est une menace, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi directement pour nous, pour l'Europe, pour la France, pour le peuple français. Face à une puissance impérialiste, révisionniste, qui menace et qui ne croit qu'à la force, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a que la détermination politique et la posture stratégique qui comptent pour la tenir en respect. Et la première ligne de défense, c'est en Ukraine qu'elle se situe. Le reste, ce sont des mots. Les mots légers de ceux qui ne veulent pas voir leurs responsabilités et croient que les choses rentreront dans l'ordre toutes seules, sans effort. Les mots coupables de ceux qu'aveuglent des affinités anciennes avec une Russie agressive et régressive. Je le répète, la Russie ne peut ni ne doit gagner. Que voudrait dire concrètement pour les Français une victoire de la Russie? Je ne parle pas ici seulement d'arguments moraux, de l'abandon d'une démocratie, de la trahison de nos valeurs. Je parle de conséquences concrètes qui pèseraient sur la vie des Français. Une victoire de la Russie, je le dis clairement, c'est la fin d'un ordre international fondé sur le droit et un blanc-seing donné à toutes les puissances animées d'instincts révisionnistes. Dans sa déclaration à la tribune de l'Assemblée nationale, Gabriel Attal s'adresse aux députés, mais aussi aux Français. Il évoque les conséquences d'une victoire russe sur la vie quotidienne, évoquant un cataclysme. Je le dis clairement, la guerre a évidemment un impact dans la vie quotidienne des Français, mais une victoire de la Russie, ce serait un cataclysme pour le pouvoir d'achat des Français, une inflation alimentaire puissance 10, une explosion des prix de l'énergie puissance 10. La liste est encore longue, je pourrais continuer longtemps à énumérer un à un les risques concrets, tangibles, directs d'une victoire de la Russie pour la vie quotidienne des Français. Dans un monde où la Russie gagnerait, les Français vivraient moins bien avec des aliments plus chers, de l'énergie plus coûteuse, une insécurité croissante. À nouveau, évidemment que cette guerre a un coût dans la vie quotidienne, mais ce coût serait décuplé sans commune mesure si la Russie l'emportait sur l'Ukraine. Le succès de l'Ukraine, c'est aussi l'intérêt des Français. Cet accord bilatéral sur lequel nous vous demandons de vous prononcer, ce sont des engagements mutuels entre la France et l'Ukraine. C'est bien sur cela que vous vous prononcerez aujourd'hui. C'est d'abord un engagement politique très fort de la France à renforcer structurellement et sur le long terme les capacités de l'Ukraine sur tous les plans militaires, économiques, également pour la reconstruction du pays. En cas de nouvelle agression russe contre l'Ukraine, il s'agit de lui fournir une assistance rapide, notamment en matière de sécurité, d'équipement militaire et d'assistance économique. En matière d'aide militaire, cet accord prévoit pour l'année 2024 jusqu'à 3 milliards d'euros de soutien militaire additionnel. C'est pratiquement une fois et demie que ce que nous avons fourni en 2023 et près de 2 fois plus qu'en 2022. Par votre vote, nous vous demanderons d'affirmer que la France est un partenaire militaire fiable de l'Ukraine. Un partenaire capable de créer l'initiative, je pense notamment à la livraison de chars légers. Un partenaire capable de livrer des capacités qui font la différence sur le terrain. Je pense notamment à nos canons César ou aux missiles longue portée Scalp. En contrepartie de ces engagements financiers importants, l'Ukraine s'engage pour sa part à poursuivre sa trajectoire ambitieuse de réforme. Nous n'abandonnerons pas l'Ukraine et nous n'excluons par principe aucune option. Nous nous inscrivons dans un cadre réfléchi pour réaffirmer notre soutien à l'Ukraine, mais sans faire la guerre à la Russie et en refusant toute logique d'escalade. Nous ne nous fixons pas de limite face à une Russie qui, elle, n'en fixe aucune. Nous continuerons, comme nous le faisons depuis le début du conflit, à faire évoluer notre soutien, à l'adapter aux besoins des Ukrainiens. En 2 ans, beaucoup d'évolutions que l'on croyait impensables ont eu lieu. La Suède et la Finlande qui rejoignent l'OTAN, impensable, et pourtant c'est fait. L'Europe capable de prendre des sanctions fortes en quelques heures, impensable, et pourtant c'est fait. L'Europe qui se mobilise, qui fournit des armes, impensable, et pourtant c'est fait. Il y a une différence entre le soutien militaire et la co-belligérance. Nous pratiquons cette différence tous les jours avec nos partenaires et nos alliés. Alors ce vote est important. Je respecte évidemment, institutionnellement, et de façon républicaine, le vote de chacune et de chacun ici. C'est pour cela que nous soumettons cet accord au vote. Mais je vais vous dire la conviction qui est la mienne. Je vous dis ma conviction. Voter contre, c'est remettre en cause le travail et les efforts accomplis par la France et ses alliés depuis 2 ans. Voter contre,
c'est donner à Vladimir Poutine tous les arguments et un signal qu'il espère et qu'il attend. Voter contre, c'est affirmer que les règles internationales peuvent être bafouées sans conséquence ou réponse claire de notre part. Voter contre, c'est signifier à nos alliés que la France tourne le dos à son engagement et à son histoire. Je le dis également, s'abstenir, c'est fuir. Fuir ses responsabilités devant l'histoire. Trahir ce qui nous est de plus cher depuis le 18 juin 1940, l'esprit français de résistance. Alors aujourd'hui, je vous appelle à dire que nous soutenons l'Ukraine sans mais et avec détermination. Si l'Ukraine perd, nous perdons nous aussi. Nous ne laisserons pas la Russie gagner. La France ne peut s'effacer devant ses responsabilités. Alors, je le dis ici, en tant que Premier ministre de la France, au nom du gouvernement de la France, à la tribune de l'Assemblée nationale de la France, je le dis au plus profond de mon cœur, qui résonne et qui bat pour la valeur de liberté des peuples. Je le dis du plus profond de mes tripes qui se nouent autour de l'intérêt des Français. Slava Ukraini! Après la déclaration de Gabriel Attal, place au débat. Les orateurs des groupes représentés dans l'hémicycle se succèdent à la tribune pour exprimer leur position. Dans la majorité, on fait bloc en affichant un soutien unanime à l'Ukraine agressée par la Russie. Oui, depuis 2 ans, la guerre est en Europe, aux frontières de l'Union européenne. Et tout cela par la faute d'un seul homme, unique agresseur, la Russie de Vladimir Poutine. Ce régime qui traque et assassine toute contestation ou libre expression. Et j'ai une pensée pour le courage d'Alexeï Navalny. Ce régime russe qui condamne sa jeunesse à l'exil ou à la mort sur le front ukrainien et dont l'avidité ne respecte aucune frontière, aucune convention internationale. C'est Vladimir Poutine lui-même qui l'avouait il y a quelques semaines devant son Assemblée fédérale, lorsqu'il proclamait que l'Empire russe ne peut survivre sans guerre. Chers collègues, ne vous leurrez pas. Poutine a toujours dit ce qu'il faisait et fait ce qu'il disait. Collègues d'extrême gauche, votre pacifisme de façade conduirait à se soumettre aux pires dictatures, qui, certes, vous fascinent depuis si longtemps. Et vous, à l'extrême droite, vous ne duperez plus personne. Cet appel à la conciliation à tout prix avec la Russie, ce n'est qu'un remboursement anticipé de votre crédit. Ça suffit. Et je repense aux mots du général de Gaulle lorsqu'il affirmait déjà en 1961 qu'à un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur et que les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droites et fermes. Lui savait mieux que quiconque le prix pour les peuples de la capitulation et du déshonneur. Voter pour cet accord de sécurité signé entre le président de la République et le président ukrainien, ce n'est pas acter une escalade de la guerre. C'est réaffirmer notre engagement constant aux côtés du peuple ukrainien. Et c'est dire à la Russie que l'Europe ne cédera plus jamais aux menaces ou à la peur. Chers collègues, le courage ne se contrefait pas. C'est une vertu qui échappe à l'hypocrisie. Par ce vote, vous vous démontrez que votre soutien à l'Ukraine va au-delà de belles paroles. Parce que nous ne résignerons jamais à ce que les démocraties plient devant les dictatures. Parce que nous serons toujours du côté des peuples qui veulent vivre et demeurer libres. Notre groupe Renaissance votera à l'unanimité pour cet accord de sécurité. Je vous remercie. La France est au rendez-vous. Nous fournissons à l'Ukraine le matériel nécessaire en matière militaire pour sa défense, des canons César pour rivaliser avec l'artillerie russe, des véhicules blindés de reconnaissance et des munitions.
Nous apportons une aide humanitaire aux populations menacées. Nous avons aussi, députés, participé à cet effort en votant à plusieurs reprises pour abonder un fonds spécial de soutien à l'Ukraine. L'accord signé il y a quasiment un mois est une preuve supplémentaire de cet engagement. Il couvre un large champ de coopération possible dans le domaine de la sécurité, de l'industrie militaire et de défense et dans le domaine civil. Il offre des perspectives pour une paix durable, pour la reconstruction de l'Ukraine. Il inscrit dans le marbre la promesse de la France de venir en aide à ce pays ami jusqu'à ce qu'il soit pleinement intégré dans l'Alliance atlantique. La France et l'Union européenne ont fait beaucoup, mais rien de tout cela n'aurait été possible sans le courage et la résistance du peuple ukrainien. Je souhaite à mon tour rendre hommage à ces femmes et ces hommes, à ceux qui ont combattu vaillamment en repoussant les troupes russes au front, à ceux qui, à l'arrière, ont su faire preuve de résilience. Ils ont réalisé l'exploit de tenir tête à une puissance nucléaire, à l'une des plus grandes armées du monde, et ce, malgré les menaces constantes des drones, des mines et des bombes, qui font toujours plus de victimes civiles. M'étant personnellement rendu sur place, il y a de cela plus d'1 an, j'ai vu de mes yeux, avec admiration, le courage d'un peuple qui ne veut pas capituler. Alors, le groupe Horizon et Apparentés ne veut pas d'un ordre international qui impose la loi du plus fort. Nous voulons que s'impose la justice et le droit international. La seule paix possible est celle issue de la volonté de l'Ukraine et négociée sous ces conditions. Elle veut continuer à se défendre. Nous restons, nous serons à ses côtés. Je rappelle à cette Assemblée que la distance entre Kiev et Paris, ce n'est même pas un aller-retour Paris-Rome. Pour nous autres Européens, les Ukrainiens ne sont pas seulement nos amis, ce sont nos proches, nos voisins, une partie de nous-mêmes. Les déclarations du président de la République ont eu le mérite de donner à chacun conscience de la gravité des enjeux. Dans cette terrible épreuve, nous jouons l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et nous avons le devoir de leur offrir autre chose que la hideuse grimace de l'ordre poutinien. Nous devons être lucides, nous devons être vaillants, nous devons être solidaires. La lucidité nous commande de voir que la situation militaire de l'Ukraine est devenue aujourd'hui dangereusement critique. Cette nation martyrisée ne peut, malgré son héroïsme, tenir le choc de l'agression russe sans un effort massif, structurel, continu de nos amis. Nous n'avons pas vis-à-vis des Ukrainiens une simple obligation de moyens. Faire notre devoir, en somme, dans les limites trop vite atteintes de nos disponibilités existantes. Nous avons une obligation de résultat. Nous devons leur donner ce qu'il leur faut pour mener à bien la libération de leur territoire. Reconnaissons qu'au cours des 2 dernières années, nous ne sommes pas mobilisés, nous autres Européens, au juste niveau et qu'il nous faut passer sans délai à la vitesse supérieure. L'accord de coopération bilatérale qui réunit Paris et Kiev est un premier pas. À droite, Olivier Marleix, le chef des députés LR, appelle à soutenir l'accord de sécurité entre Paris et Kiev. Mais il refuse catégoriquement tout envoi de troupes sur place. C'est aussi la position de Bertrand Pancher, président du groupe LIOT, Liberté, Indépendants, Territoires et Outre-mer, 22 membres, qui affiche lui aussi son soutien unanime à l'Ukraine. L'Ukraine est un pays libre. Ses frontières ne sauraient pas être modifiées par la violence des chars et les mensonges des discours. Rappelons qu'il y a un agresseur, la Russie, et un agressé, l'Ukraine. Parce que le gouvernement de Kiev est démocratiquement élu, parce que l'Ukraine est européenne, parce que la Charte des Nations Unies reconnaît le droit naturel à la légitime défense, parce que le peuple français souhaite avant tout le maintien de la paix et la sécurité internationale, la France soutient l'Ukraine depuis 2 ans. Ce soutien ne se tarira pas, notre attention ne sera pas détournée, notre position ne changera pas. Le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires soutiendra toujours le peuple ukrainien face à l'agression du régime autoritaire de Poutine. Nous nous joindrons à toute action politique qui permettra à l'Ukraine de retrouver sa pleine souveraineté dans ses frontières internationalement reconnues. Sans bellicisme, mais sans naïveté, nous savons que Poutine ne représente pas les aspirations du peuple russe,
et que sa fuite en avant, comme tout autocrate, est un moyen de maintenir son joug sur le pays. Nous allons donc de nouveau apporter par notre vote aujourd'hui le soutien de la France à l'Ukraine. La Russie perdra la guerre, nous devons préparer la suite. Mais ne nous leurrons pas, Poutine a commencé ses basses œuvres en Tchétchénie, en Géorgie, en Jordanie, en Crimée, puis dans le Donbass. Il menace nos intérêts en Outre-mer et en Afrique. Il est à l'origine des cyberattaques dont nous sommes victimes. Si nous ne l'arrêtons pas, il continuera. Après l'Ukraine, il dépècera la Moldavie et s'attaquera aux pays baltes. Et à ceux qui s'interrogent encore sur la nécessité ou non de nous mobiliser totalement pour l'Ukraine, qu'ils relisent tous les enseignements de l'histoire. En faisant preuve de faiblesse ou en reculant, nous nous préparons devant le fait accompli. Loin de préserver la paix, nous ne faisons qu'amplifier le bruit des bottes. Vive l'Ukraine éternelle, vive l'Ukraine libre. Merci beaucoup, Président. La première vérité difficile, mais incontournable, c'est de dire que nous, Français, n'avons pas été à la hauteur de cette guerre. Nous n'avons pas été, en fait, depuis les accords de Minsk II en 2015. La France et l'Allemagne étaient garants de ces accords. Qu'a fait notre diplomatie entre 2015 et 2022? Qu'a fait M. Le Drian sous la direction de M. Macron pour éviter la tragédie actuelle et ces centaines de milliers de morts? Aujourd'hui, l'Ukraine a besoin d'armes pour se défendre. Or, notre soutien militaire de l'ordre de 2,6 milliards d'euros est infime par rapport à l'aide matérielle américaine qui est envoyée depuis le début de la guerre pour 2 milliards d'équipements par mois. Notre effort est aussi 2 fois inférieur à celui de l'Angleterre ou du Danemark, 8 fois inférieur à celui des Allemands et en fait au même niveau que la Norvège. Nous, les Républicains, nous affirmons ici très clairement la nécessité d'envoyer plus de matériel au peuple ukrainien. Des armes, oui, des troupes au sol, non, évidemment. La réalité aujourd'hui, c'est que l'effort de guerre dont parle M. Macron ne se traduit pas par des commandes supplémentaires auprès de notre industrie de défense. Nos fabrications de bombes sont quasiment à l'arrêt, faute de commandes de l'État, Monsieur le ministre de la Défense. Ce dont l'Ukraine a besoin pour se défendre, ce ne sont pas de mots, pas des mots aventureux du président de la République, mais d'obus. Et le décalage entre les mots et la réalité n'est pas à l'honneur de la France. Deuxième vérité, les prises de parole intempestives du président de la République ont considérablement affaibli, brouillé la voix de la France sur la scène internationale. J'aimerais mieux ne pas leur prêter une importance indue, mais ce sont elles, malheureusement, qui fixent la ligne pour notre pays. Récemment, Emmanuel Macron a évoqué de façon aventureuse l'envoi de troupes au sol sur le front. Le président de la République a subi un désaveu unanime des chefs d'État européens. Même le président Zelensky a été obligé de dire hier aux Français qui ne nous demandaient pas de venir mourir en Ukraine. M. Macron nous a expliqué depuis qu'il voulait installer une ambiguïté stratégique vis-à-vis des Russes. Mais je crains qu'à force de vouloir maintenir le flou, il ne s'y noie. La seule chose susceptible d'impressionner M. Poutine, ce ne sont pas les mots de M. Macron, c'est la réalité de notre effort d'armement. Rappelons-le, comme l'a fait un ancien Premier ministre qui faisait autorité en matière de politique étrangère, qu'en 40 ans de guerre froide, jamais les forces de l'OTAN ne se sont directement confrontées à celles du pacte de Varsovie. Un tel changement de paradigme, s'il ne saurait être exclu, ne peut évidemment pas s'improviser au cours d'une banale conférence de presse. Troisième vérité, une part importante de nos concitoyens n'adhèrent pas ou n'adhèrent plus à la position de la France et de ses alliés dans le conflit. À certains, l'enjeu paraît lointain, secondaire, même négligeable. Pour d'autres, il n'apparaît plus désormais que comme le prétexte de petites tactiques électorales du président Macron à la veille des élections européennes, et on ne peut pas leur donner tout à fait tort. À la tribune, Marine Le Pen annonce que son groupe s'abstiendra. Elle dit soutenir l'Ukraine, mais refuse, dit-elle, un accord qui risque d'aggraver la situation internationale. Elle accuse par ailleurs l'exécutif d'instrumentaliser le dossier ukrainien à l'approche des élections européennes. Le catalogue des promesses de cet accord de défense apparaît intenable militairement, financièrement et industriellement et n'apporte aucune garantie à une amélioration de la situation de l'Ukraine. L'on ne peut que déplorer que vous y ayez intégré des éléments qui empêchent, et vous le saviez, un vote unanime sur votre déclaration. Mais peut-être, Monsieur le Premier ministre,
Était-ce l'objectif? Vous parez du lin blanc du camp du bien et rejeter l'ensemble des oppositions et donc des millions de Français qu'elles représentent dans le camp du mal, dans un choix indigne que vous semblez vouloir imposer. Soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. Cette attitude, je vous le dis tranquillement, mais solennellement, est abjecte, tant les souffrances de l'Ukraine sur lesquelles vous cherchez à surfer sont vives. Vous avez, sans même vous en cacher, détourné, exploité, instrumentalisé une crise internationale majeure pour la mettre au service d'un agenda électoraliste de court terme. Ce genre de pratique porte en français un nom, la basse politique politicienne, celle-là même qui provoque chez nos concitoyens désintérêt, résignation et souvent abstention. J'en suis convaincue, les Français n'en sont pas dupes. Ce faisant, et c'est sans doute en réalité le plus grave, vous avez instillé l'idée qu'en défendant l'intérêt de la France, en défendant le respect de nos engagements internationaux, en étant fidèles à la tradition gaullienne qui a fait de nous une puissance d'équilibre écoutée et respectée dans le monde entier, vous avez instillé l'idée qu'en défendant ces principes constitutifs de notre nation et de notre peuple et qui font à juste titre sa fierté et son honneur, on se ferait les relais d'intérêts étrangers. Pour cela aussi, Monsieur le Premier ministre, et en disant cela, je m'adresse également au Président de la République, vous serez sévèrement jugé par nos compatriotes. Cette guerre se terminera inévitablement par une négociation et vous le savez. Et l'objectif de la France et de ses alliés doit être, quand l'heure de celle-ci sera venue, que l'Ukraine s'y présente dans la situation la plus favorable afin de restaurer son intégrité territoriale. C'est à cela et non à un bellicisme verbal dépourvu de tout dessein stratégique clair que notre soutien à l'Ukraine, dont la poursuite est légitime et nécessaire, doit servir. Au lieu d'une politique chaotique, je plaide pour une politique réaliste. Pour rendre la paix possible, il faut d'abord définir les conditions d'un cessez-le-feu et garantir la sécurité de la région grâce à une France médiatrice. Évidemment, pour des motifs à la fois humains, stratégiques et politiques, la paix paraît inatteignable à court terme. Humainement, il est illusoire de croire que les Ukrainiens vont oublier ces 2 années d'agression, les morts au combat, les civils tués et leur pays occupé et détruit. Stratégiquement et politiquement, il est illusoire de croire que la Russie va retirer ses troupes dans ce qui serait alors pour elle une défaite cinglante, défaite que nous ne pourrions d'ailleurs obtenir sans l'entrée en guerre de l'OTAN et donc une mondialisation du conflit. Comme je l'avais déjà souligné ici même, lors du débat du 23 octobre sur le conflit israélo-palestinien, la paix semble donc aujourd'hui un rêve irréalisable. Faut-il pour autant y renoncer? Je ne le crois pas. Emmanuel Macron semblait, il y a 2 ans, en être convaincu. Il a changé d'avis une fois de plus. Et d'autres que la France aujourd'hui recherchent cette solution. Là aussi, la France s'efface et c'est une grande tristesse. Vous nous dites que c'est sur l'accord que nous votons. Il nous semblait, nous, que c'était sur votre discours dans lequel il n'y avait rien de précis ni rien de structuré. Alors, pour la sécurité des Français, nous ne pouvons adhérer aux conditions que vous posez dans cet accord, mais pour manifester notre soutien à l'Ukraine et uniquement pour cela, nous nous contenterons d'une abstention. La gauche de l'hémicycle est divisée. Députés communistes et insoumis annoncent qu'ils voteront contre cet accord, synonyme pour eux d'escalade militaire. Ce débat est un simulacre. Vous avez choisi le débat 51 suivi d'un vote indicatif qui ne vous engage à rien. Ce n'est pas à la hauteur de la situation. Non, nous ne décidons pas aujourd'hui réellement d'un accord de sécurité avec l'Ukraine. Vous l'avez déjà signé sans rien demander à personne. Vous nous demandez de signer un chèque en blanc après les déclarations va-t-en-guerre irresponsables du chef de l'État, chef des armées. Nous ne pouvons l'accepter. Les escalades verbales militaires sont toujours précédées d'escalades verbales. À cet égard, le mois écoulé donne le vertige. Le 5 février, le chef de l'État a jugé utile de s'exprimer sur la dissuasion nucléaire française.
il a proposé d'ouvrir le parapluie nucléaire français à l'Union européenne. Une absurdité. Dans un domaine où le laconisme est la règle, il a créé au pire moment la confusion. Puis, le 16 février, l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine a été signé sans débat parlementaire ni information préalable. Ayant condamné dès le premier jour l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine, nous avons approuvé à ce titre les initiatives de soutien au peuple ukrainien, et notamment les cessions d'armement, pour autant qu'elles n'affaiblissent pas nos propres capacités de défense, qu'elles n'entraînent pas un risque d'escalade en permettant de frapper en territoire russe et que le Parlement soit saisi. Une telle aide peut parfaitement perdurer sans besoin de signer quoi que ce soit, car je signale que signer un accord avec un pays déjà en guerre est une nouveauté dans notre histoire. Mais à quoi bon ce vote? Je l'ai dit, ce débat est un simulacre. Le texte de l'accord lui-même n'a plus de sens depuis que le président de la République a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Il nous a alors fait passer dans une autre dimension. Ce n'est pas un hasard si vous avez annoncé ce débat non pas après la signature de l'accord, mais bien après les propos du président de la République le 26 février. Oui ou non, acceptons-nous que la France, puissance nucléaire, se place en situation de guerre face à la Russie, puissance nucléaire? Voilà la question qui nous est posée aujourd'hui. La déclaration irresponsable du président de la République a ouvert la voie à une escalade que nous ne pouvons cautionner. Comment croire qu'il a créé une ambiguïté stratégique? Au contraire, la succession humiliante de communiqués des principaux alliés de la France se désolidarisant de cette déclaration a amené tout le monde à afficher ses limites. Notre devoir est de dire stop. Stop à cette agitation verbale incompatible avec une action concrète dans une stratégie cohérente. Stop à l'idée même d'entrer en guerre face à une puissance nucléaire dès lors que nos intérêts vitaux ne sont pas en jeu. Il est urgent de revenir au principe de responsabilité. Il faut affirmer qu'il n'y aura pas d'issue militaire acceptable à ce conflit. Il est urgent de redonner une chance à la diplomatie. Les déclarations va-t-en-guerre du président de la République sur l'envoi de troupes françaises en Ukraine, ne mettant aucune limite à notre soutien à ce pays en guerre, et confirmées lors de notre réunion à l'Élysée, ont choqué fortement nos compatriotes. La perspective de la guerre et son cortège de souffrances sont entrés brutalement en France dans chaque foyer, dans chaque famille. La France, je le dis ici avec gravité, a une autre voix à porter que celle de la guerre, quand celle-ci a déjà provoqué la mort d'un demi-million de personnes et semé le chaos aux portes de l'Europe. C'est une véritable boucherie. Au nom de l'humanité, nous devons tout mettre en œuvre pour qu'elle s'arrête et au plus vite. Dans quelques semaines, nous allons célébrer le 80e anniversaire du débarquement. Notre pays, avec d'autres, a subi dans sa chair le martyre de 2 conflits mondiaux soldés par des dizaines de millions de morts. Notre responsabilité vis-à-vis des jeunes générations est plus lourde que jamais. Pendant des décennies, nous leur avons promis haut et fort, plus jamais ça. Faisons respecter cet engagement, celui sur lequel précisément est née l'Union européenne. Rien ne justifie que nous lancions notre jeunesse dans une nouvelle folie meurtrière, placée de surcroît sous la menace du feu nucléaire. Voulons-nous la destruction de notre civilisation? Car c'est bien de cela dont il s'agit quand nous entrons dans une escalade guerrière dont nul ne peut prétendre maîtriser tous les ressorts. Tout doit être fait pour éviter une telle escalade. Et ce n'est pas l'accord que vous venez de signer le 16 février avec l'Ukraine qui peut nous conduire vers l'apaisement. Au contraire, il risque de nous entraîner encore plus dans le conflit. Socialistes et écologistes, eux, soutiennent l'accord de sécurité entre Paris et Kiev, mais avec des réserves. Boris Vallaud, chef de file des députés socialistes à l'Assemblée nationale, déplore l'équipée solitaire d'Emmanuel Macron, tandis que sa collègue Cyrielle Châtelain annonce un soutien, mais sans blanc-seing au président de la République. Le 16 février 2024, le président de la République signait l'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine. Il aura fallu 1 mois pour que le Parlement soit amené à débattre et à se positionner sur cet accord. Soyons clairs, ce vote n'est pas un vote de ratification de l'accord et nous regrettons que le Parlement n'ait pas été saisi en amont de la signature. Ce vote est encore moins un blanc-seing au président de la République, à sa rhétorique belliciste et à sa logique d'escalade. Ce vote pour les écologistes est un vote d'affirmation de notre soutien à l'Ukraine.
Le positionnement des écologistes depuis février 2022 est clair et n'a jamais varié. Nous soutenons l'Ukraine, son peuple et son armée. Nous soutenons le combat ukrainien pour préserver son intégrité territoriale. Par conséquent, nous soutenons l'envoi d'armes, d'équipements et de munitions. Nous soutenons la coopération en termes de formation et nous partageons la nécessité d'engager des moyens pour protéger nos espaces cyber et contrer la désinformation à grande échelle organisée par la Russie. Durant 8 années, inquiets de déséquilibre économique et politique que représente un conflit avec la Russie, tout a été mis en œuvre pour privilégier une solution diplomatique et préserver la paix. Force est de constater malheureusement que c'est un échec. Nous ne cesserons jamais de croire la grande paix humaine de Jaurès possible. Nous ne cesserons jamais d'espérer en une humanité organisée, assez maîtresse d'elle-même, pour pouvoir résoudre par la raison, la négociation, le droit, les conflits qui l'affligent. Depuis plus d'un siècle, nous la croyons possible, nous l'espérons prochaine. Nous œuvrons sans relâche à ce grand dessein, tant de fois contrarié pourtant, tant de fois démenti dans le sang et dans les larmes, dans la trahison parfois. Nous ne nous résignons pas. Mais nous savons aussi de l'histoire que le pacifisme le plus exigeant ne tolère ni la servitude ni la soumission et que la guerre, toujours détestable et parfois inévitable lorsque s'abat le fascisme sur la démocratie et la liberté. C'est beaucoup de se battre en méprisant la guerre, écrivait Camus à un ami allemand. Aujourd'hui, l'ami pourrait être russe et Camus parlerait ukrainien. Il y a 10 ans, en 2014, alors que le peuple ukrainien déjà portait son regard à l'ouest et rêvait d'un destin européen dans ces journées folles de courage et d'espoir de la révolution de Maïdan, la Russie commençait son invasion méthodique et cruelle de l'Ukraine, dans le Donbass et en Crimée. Et rien n'arrêterait plus jusqu'à ce jour l'impétuosité de ses désirs de conquête. Aucune négociation, aucune solution diplomatique, aucun accord, aucun traité, ni la Charte des Nations Unies, ni l'acte final d'Helsinki, ni la Charte de Paris, ni le mémorandum de Budapest, ni les accords de Minsk. C'était l'époque où d'aucuns, à l'extrême droite, sur ces bancs, cultivaient la compromission en se faisant photographier avec leurs bailleurs de fonds. Poutine, voilà le vrai visage du Rassemblement national et il n'a pas changé. De notre côté, c'est l'époque où les socialistes annulaient la livraison des Mistral à la Russie. La communauté internationale pensait sauver la paix, la Russie préparait la guerre. Nous ne serons plus dupes des pauses tactiques sous prétexte de cesser le feu. Le retour de la guerre, qui s'abat sur l'Ukraine au matin du 24 février 2022. 350 000 hommes fondant sur un pays souverain, sur l'Europe, dans un déluge de feu. Des dizaines de milliers de victimes civiles et militaires, des millions de déplacés et autant d'exilés. Des conditions de vie redoutables au premier jour de l'hiver de la guerre, qui le fit baptiser du terrible nom de Holodomor. D'innombrables actes de torture, d'exécutions extrajudiciaires, de crimes de masse, de viols, l'anéantissement de la culture et de la langue ukrainienne, la déportation de 2000 enfants en Russie. Voilà la guerre de Poutine à l'Ukraine et à la liberté. Cette guerre est le visage sanglant de la guerre lancée par Vladimir Poutine à l'Europe. C'est le plus brutal visage d'un régime qui porte en lui les nuées de l'impérialisme tsariste et du totalitarisme soviétique contre le modèle de société que nous, Européens, avons construit. Les Françaises et les Français doivent se rappeler chaque jour que le pouvoir du Kremlin cherche à abattre nos institutions, nos libertés, notre sécurité. Les prochaines élections européennes sont déjà sa nouvelle cible. Français, nous sommes les alliés des Ukrainiens qui, dans cette guerre, ne défendent pas seulement leur patrie, mais la possibilité de la paix et l'avenir de l'Europe. Voilà pourquoi, depuis le premier jour, nous avons condamné l'invasion et réclamé des sanctions exemplaires contre la Russie. Voilà pourquoi nous soutenons depuis le premier jour le rétablissement de la souveraineté de l'Ukraine dans ses frontières de 1991. Voilà pourquoi nous soutiendrons, pour eux, pour nous, son effort de guerre et l'envoi des armes nécessaires à sa défense jusqu'à la victoire. L'heure est à l'unité et à l'efficacité, pas à la discorde chez les alliés. Je le dis avec gravité, la situation ne saurait s'accommoder d'équipés solitaires. Des effets de manche et des tergiversations dont le président Macron est coutumier. Évoqué il y a quelques mois le souci de ne pas humilier la Russie, puis aujourd'hui la possibilité d'engager des forces combattantes que les Ukrainiens eux-mêmes ne nous demandent pas. Ce n'est pas de l'ambiguïté, c'est être inconstant pour ne pas dire inconséquent, et cela est grave et désinvolte. Le président, en définitive, moins inquiété Vladimir Poutine que nos alliés eux-mêmes, qui se sont désolidarisés de ses propos, et les Français,
qui les ont largement réprouvés. Je crois nécessaire, Monsieur le Premier ministre, que vous ayez aujourd'hui, devant la représentation nationale, la clarté de dire que cet accord ne prévoit en aucune manière l'envoi de troupes combattantes. Fin du débat avec les groupes politiques de l'Assemblée nationale. Gabriel Attal reprend la parole pour répondre aux orateurs. Il n'hésite pas à hausser le ton face à ceux qui refusent de soutenir la stratégie française en Ukraine. 3 éléments qui, à mon sens, ressortent de ce débat. 3 conclusions que je tire de ce débat. La première conclusion, c'est qu'on peut tout à fait être dans l'opposition à ce gouvernement, au président de la République, et assumer un soutien clair, net, sans remise en cause, sans remise en question, sans mais à l'Ukraine. Il y a eu une succession d'interventions qui ont fait, Madame Le Pen, l'exacte démonstration de l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure quand vous avez estimé que dans notre discours, être contre le président de la République, c'était être pro-Poutine. Ce qui s'est passé et les prises de position qui ont été celles de plusieurs présidents de groupe de l'opposition cet après-midi ont précisément montré qu'on pouvait être dans l'opposition à la majorité présidentielle, contre le président de la République et en opposition à Poutine. Donc, être pro-Poutine, c'est pas être anti-Macron. Être pro-Poutine, c'est être pro-Poutine, comme vous l'avez été ces dernières années dans toutes les prises de position qui étaient les vôtres. Deuxième conviction qui est la mienne à l'issue de ces débats, c'est que j'ai le sentiment, après avoir écouté les interventions de celles et ceux qui sont les plus hostiles à ce traité, à cet accord bilatéral que nous vous demandons, pour lequel nous vous demandons de vous prononcer, je n'ai pas senti une très grande fierté dans les positions qui étaient exprimées ici, et je n'ai pas perçu dans les expressions qui ont été les vôtres, une véritable alternative à ce que nous proposons, c'est-à-dire le soutien à l'Ukraine. Parce que j'ai entendu soit de la diversion, soit de faux arguments. J'ai entendu, par exemple, dans plusieurs interventions, que ce soit M. Roussel, l'orateur de la France Insoumise, ou Mme Le Pen, dire « mais nous, on n'est pas pour signer et pour donner un accord à ce traité, ou à cet accord bilatéral, parce que nous, on est pour la négociation et pour la paix. » Enfin, comment voulez-vous que les Ukrainiens puissent négocier leur sécurité si le message que leur envoient leurs alliés, c'est qu'on les désarme et qu'on arrête de les soutenir? Je dis la même chose, à M. Roussel. Vous vous êtes opposé à cet accord bilatéral. Vous avez tenu aussi un discours estimant qu'il faut arriver par la négociation à un accord qui permettrait aux Ukrainiens de s'en sortir. Mais vous n'avez dégagé, M. Roussel, aucune proposition qui leur permettrait d'être en position de force pour le faire. Et vous avez dit cette phrase que j'ai retenue, il faut arrêter de bomber le torse. Mais je le dis, M. Roussel, je préfère bomber le torse qu'être à plat ventre devant la Russie dans son agression. Dans la série des faux arguments qui ont été évoqués, Mme Le Pen a également parlé de la question des avoirs russes, en estimant que nous refusions de nous emparer de cette question. Au moment même où nous sommes en train de parler, Mme Le Pen, l'Union européenne est en train de travailler à un mécanisme pour capter les revenus générés par les avoirs russes, 3 milliards d'euros qui vont nous permettre de soutenir les Ukrainiens, preuve que vous ne suivez pas beaucoup les dossiers qui se jouent au Parlement européen et la Commission européenne qui est en train d'avancer sur ce sujet-là. Je vous ai entendu, Madame Le Pen, vous réclamer du général de Gaulle et du gaullisme. Je dirais simplement en réponse à cela que toutes les positions que vous avez tenues sur la Russie depuis maintenant une dizaine d'années, ce sont à chaque fois des appels du 18 juin inversés. Quand la Russie envahit la Crimée, qu'il y a un prétendu référendum qui est organisé, référendum avec un pistolet sur la tempe, vous êtes là pour légitimer l'invasion de la Crimée et légitimer un pseudo-référendum. 18 juin à l'envers. Alors à l'époque de ce pseudo-référendum dont nous allons commémorer les 10 ans dans quelques jours, ce pseudo-référendum pour lequel il n'y avait que des observateurs envoyés par Moscou. Il n'y avait que des observateurs envoyés par Moscou, mais dans ces observateurs envoyés par Moscou, il y avait quelques Européens, c'était les eurodéputés du Rassemblement national, qui à chaque fois sont mandatés
par le Kremlin pour observer des pseudo-référendums et des pseudo-votes. Et si Mme Le Pen, M. Chauffrade, M. Mariani ont toujours fait partie de ces observateurs mandatés par Moscou, c'est ça la réalité. Enfin, pour ne pas être beaucoup plus long, la troisième conviction et la troisième leçon que je tire de ces débats, c'est qu'aucun des intervenants, y compris ceux qui s'opposent à cet accord bilatéral, n'a remis en cause le fait que la victoire de la Russie sur l'Ukraine signifierait un cataclysme de pouvoir d'achat pour les Français, avec une explosion supplémentaire des prix des céréales, dont le contrôle serait intégralement celui de la Russie. Une explosion supplémentaire des prix de l'énergie, avec des vagues migratoires massives sur le continent européen. C'est donc, et je déduis du fait que personne n'ait remis cela en cause, c'est donc que le meilleur moyen de protéger les Français, c'est d'aider les Ukrainiens à tenir face à cette guerre. Vous en avez fait la démonstration sans l'assumer. C'est la ligne de ce gouvernement, c'est la ligne du président de la République, c'est la ligne de cette majorité et c'est une très grande fierté pour les Français et pour nos concitoyens. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Voilà pour les moments forts de ce débat sur l'Ukraine à l'Assemblée nationale. Et c'est l'heure du vote. Le scrutin est ouvert. Mes chers collègues, la séance est reprise. Voici le résultat du scrutin sur la déclaration du gouvernement relative au débat sur l'accord de sécurité franco-ukrainien et la situation en Ukraine. Nombre de votants 572, nombre de suffrages exprimés 471, majorité absolue 236, pour l'adoption 372, contre 99. Donc l'Assemblée nationale a approuvé la déclaration du gouvernement. Voilà pour ce vote large de l'Assemblée nationale sur le soutien à l'Ukraine. 372 voix pour, 99 contre et 101 abstentions. Ainsi se termine ce numéro des grands débats. À très bientôt sur LCP.